La Thaïlande est un des principaux pays du sud-est asiatique. Elle est un peu moins grande que la France, 514 000 km². Elle compte 55 millions d'habitants. De Chiang Mai, nous allons aller jusqu'à Bangkok, la capitale, dont nous vous donnerons une vision peu habituelle. Une journée de voyage, puis nous reprendrons le train pour la Malaisie et Singapour. Les chemins de fer thaï sont une entreprise nationale. Le réseau compte 4440 km. Les locomotives sont des diesels, pour la plupart d'origine française. Swat Motong, il habite Bangkok. Il a 52 ans, marié, 3 filles. Il est entré dans les chemins de fer à 19 ans et a dû attendre 17 ans pour être homologué conducteur. C'est long, mais le métier est bien payé et a du prestige. Des élèves d'un lycée de Bangkok sont venus passer une semaine à Chiang Mai et retournent chez eux. Des rizières à n'en plus finir. Elles nous assiégeront pratiquement jusqu'à Bangkok. Il n'est même pas encore 8 heures du matin que le cuisinier est déjà en plein travail. À 8h10, les tables sont dressées et les 2 premiers clients installés. C'est le petit déjeuner. Mais n'imaginez pas une modeste tasse de café avec des tartines. Il s'agit d'un vrai repas. Les Thaïs n'utilisent pas de baguettes comme les Chinois, mais des cuillères, la fourchette servant à pousser les aliments dans la cuillère. La nourriture est très épicée. À chaque arrêt, sur chaque quai, c'est la ruée des vendeurs de nourriture. Et comme le train s'arrête environ tous les quarts d'heure, la tentation est permanente. Ce qui frappe le voyageur, c'est que les Thaïs mangent tout le temps. Le chef de train vérifie l'horaire du convoi. Les Thaïs croient que les moines sont marqués au front d'une étoile, car ils possèdent la connaissance. Ils sont infiniment respectés.
Les premières, non climatisées. Les trains ne sont pas chers. En première, la moitié du prix de l'avion. En deuxième, 5 fois moins. Les premières, air conditionné. Il y fait en général plutôt trop froid. Et puis on y est trop isolé. Le dépaysement est dans les autres classes, avec les 1000 détails familiers de ce voyage surprenant, les bruits, les couleurs. Cette fois-ci, la nourriture envahit les wagons. Nous sommes dans la Grande Plaine, non loin de Bangkok. Swat Motong, notre conducteur, a mené son train jusqu'à la capitale et ramené sa motrice au dépôt. Maintenant, il rentre chez lui. Sa femme, dont le prénom est Lamine. Elle a 50 ans. Elle a ouvert un salon de coiffure dans sa maison. Dimanche matin, c'est un grand jour. La famille a invité des amis à déjeuner. Les Motong habitent à 15 km du centre. Il y a des dizaines de ces marchés dans Bangkok. C'est une ville énorme, de 7 millions d'habitants, qui s'étend sur 60 km.
Sans être riches, les Motongs sont très à l'aise. Swat gagne au chemin de fer 11 000 bahts, la monnaie thaïlandaise, par mois. Et Lamine, 2 000, avec son salon de coiffure, ce qui est l'équivalent de 3 500 francs. C'est très confortable dans une ville où le salaire moyen est de 250 francs. Et chanceux avec ça. Ils ont gagné il y a 10 ans un gros lot à la loterie nationale thaï, ce qui leur a permis d'acheter leur maison. Lamine termine toujours ses achats par des fleurs de lotus. Les lotus sont destinés à la petite chapelle bouddhiste de la maison où toute la famille prie. Panumon, 20 ans, et Djirapat, 16 ans. La troisième fille, Panoumas, 17 ans, met la table. Toutes trois étudient dans une école de commerce. Le bouddhisme est une philosophie plutôt qu'une religion, et une morale, un cadre de vie plutôt qu'une philosophie. Un cadre de vie très souple, qui permet tout autant de combattre les mauvais génies dont la méchanceté empoisonne la vie quotidienne, que d'atteindre à l'abstraction subtile d'une honnête. Chaque statue représente un pèlerinage ou simplement une visite à une pagode, également un cadeau, un événement heureux. Il y a aussi les bouddhas de famille qu'on se transmet de génération en génération. À 1 heure, les invités arrivent. Du coriandre curry, les épices donnent à la cuisine thaï une saveur qui la fait plus raffinée que la cuisine chinoise. Une émission sportive très populaire commence l'après-midi. Cœur sentimental du pays tout entier, le palais royal avec ses résidences somptueuses et ses pagodes fascine les Thaïs. C'est ici que fut fondée Bangkok, à la fin du XVIIIe siècle, après qu'une invasion birmane ait chassé les rois Thaïs de la Grande Plaine. Guerriers, animaux abominables gardent les lieux pour effrayer et éloigner les génies malfaisants. Les pagodes s'imbriquent les unes dans les autres. Chaque roi construit la sienne pour marquer son passage sur terre. Le souverain actuel n'habite plus ici. Les palais désertés ne servent plus qu'à de rares cérémonies officielles. Les lotus achetés ce matin au marché par Lamine étaient aussi destinés aux pagodes royales. C'est la fleur symbole du bouddhisme. Elle naît dans la boue des marais et de la fange épanouit sa beauté au soleil éclatant. Souvent, Bouddha est montré méditant, assis sur une fleur de lotus. En une demi-heure, c'est la nuit noire.
Les tropiques connaissent à peine le crépuscule. Patpong éclate de tous ses feux. C'est le quartier torride. On estime à 200 000 pour 7 millions d'habitants les hôtesses, masseuses et autres taxi-girls de la ville. Ce sont surtout de jeunes garçons qui racolent afin d'attirer les touristes dans les dancing, les boîtes de nuit, les salons de massage. Certaines boîtes de nuit ouvrent déjà à midi, la plupart à 6 heures du soir, et n'éteindront leur feu que 12 heures plus tard, à l'aube. Le jour se lève à peine. Loin du tumulte, la Thaïlande profonde, celle qui ignore les touristes et les débordements de la nuit, est déjà debout. La journée commence par la dévotion. C'est la population entière qui nourrit les moines. Ils quêtent leur pitance et tout le monde leur donne. Ils n'ont droit de manger qu'avant midi. Calme, humilité, respect. Swat retourne au dépôt. Il reprend son travail. Il s'est arrêté 2 jours. En fait, il ne travaille que 5 jours par semaine. La grande gare de Bangkok. Bangkok-Singapour, 2000 km. Nous nous arrêterons dans l'île de Phuket et dans celle de Penang, puis à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Enfin, nous arriverons à Singapour. Il part à 15h15. Hat Yai est la dernière ville avant la frontière malaise. Au bout de 5 heures, Swat sera remplacé par un autre conducteur qui se repose actuellement dans un compartiment. La ville populeuse enserre la voie ferrée. Le train passé, les marchands envahiront les rails.
Ces étranges structures métalliques supportent les porte-bagages et servent à se tenir lorsqu'on parcourt le couloir central. Dans les premiers airs conditionnés, la nuit, on déplie un lit de la partie supérieure et les sièges du bas deviennent une couchette. Les premières qui n'ont pas d'air conditionné sont aménagées en pullman. Pas de menu fixe et un choix très varié. On mange très bien pour 25-30 francs. C'est un train bon enfant. On s'installe en fait où l'on veut, même dans le fourgon à bagages. Le train ralentit, et c'est alors qu'on se rend compte de l'insouciance des tailles. La voie ferrée est considérée comme une route. Tout le monde l'emprunte. La baie de Phang Nga, près de l'île de Phuket, nous accueille sous le ciel lourd d'une saison des pluies tardives. Les pluies et les vagues de la mousson creusent le calcaire tendre des pitons. Les pêcheurs n'en partent pas moins passer la nuit en mer. Koh Phanyi est un village sur pilotis, à la pointe d'une île rocheuse. Les musulmans qui ont envahi la Malaisie il y a 6 siècles n'ont pu aller plus au nord, arrêtés par les Thaïs bouddhistes. Et c'est à la tombée du jour que nous reprenons le train. Padang Besar, la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie. Maintenant, la mousson dit vraiment son nom. Elle montre son vrai visage, dévoilant des images insolites pour l'idée qu'on se fait des tropiques. Ce n'était pourtant que les signes avant-coureurs de ce qui fut une catastrophe. La queue pour le contrôle des passeports. On affiche les personnes recherchées par la police. La Malaisie est en pointe dans la lutte contre les stupéfiants. Chaque visa porte la mention « Transporter de la drogue entraîne la peine de mort ». Notre train fut le dernier train.
La mousson fut catastrophique. Voies coupées, poteaux arrachés, champs inondés et récoltes ruinées. Des morts, des milliers de sans-abri. L'île de Penang, à quelques kilomètres du continent, possède un quartier chinois qui conserve encore le charme de l'époque victorienne. Regardez-les bien, ces boutiques, avec le logement au premier étage. Pendant plus de 100 ans, elles ont constitué le cœur commerçant de toutes les grandes villes d'Extrême-Orient. Aujourd'hui, elles ont quasiment disparu, remplacées par le béton anonyme. À l'entrée, les tablettes des ancêtres, selon la coutume confucéenne. Comme la voie est unique, on passe à l'assistant conducteur le bâton pilote qui lui indique qu'aucun train ne circule devant lui. Il peut rouler en toute sécurité. Jomari bin Mat, 38 ans. Il est malais. Il a 7 enfants. Il travaille à la Keretapi Tanah Melayu, la compagnie nationale qui possède 2000 km de voies ferrées. C'est suffisant pour les 132 000 km² de la péninsule. Son assistant se nomme Ati Selwan. Il a 36 ans. Enchanté de notre visite, le joyeux Jomari décide immédiatement d'apprendre le français. Manger. 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 Dormir. 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 Moi, dormir. Je vais dormir. On va dormir. Pas dans la locomotive. Not in locomotive. Non, net. En première classe air conditionnée, on projette aux voyageurs des cassettes vidéo. Les femmes portent une sorte de tchador pour bien montrer qu'elles sont musulmanes. L'islam ici n'est pas agressif. Les Malais sont un peuple plutôt timide, qui hait les conflits ouverts, les disputes violentes. Bien que majoritaires, ils sont très tolérants envers les minorités chinoises et indiennes du pays. Impressionnantes, les inondations créées par cette mousson exceptionnelle. On s'arrête à Ipoh, la seconde ville du pays. C'est la capitale mondiale de l'État, un grand centre minier.
Je vais à Kuala Lumpur, nous dit le conducteur. Nous aussi. On y construit actuellement ce qui sera la mosquée nationale du pays. La Malaisie compte 16 millions d'habitants. Kuala Lumpur, la capitale, 1 million. La gare aussi ressemble à une mosquée, mais plutôt dans le style islamique du nord de l'Inde, avec ses minarets et ses kiosques moghols. Pourtant, ce furent les colonisateurs anglais qui la construisirent en 1911. La Cour suprême, de style mauresque, édifiée en 1897. Masjid Jami, une autre mosquée, plus intime. Ce n'est que vers les XIIIe et XIVe siècles que les Malais devinrent musulmans, et ceci à cause des épices. 7 siècles déjà avant Jésus-Christ, des navigateurs indiens bourlinguaient le long de la péninsule à la recherche des graines précieuses. Beaucoup plus tard, des marchands arabes installèrent des comptoirs. Ils se mêlèrent à la population locale, épousèrent des filles de princes. Selon la méthode de la tache d'huile, lentement mais sûrement, la Malaisie s'islamisa. Les roitelets locaux devinrent des sultans. Aujourd'hui, les Malais composent 54% de la population. Les Chinois, eux, arrivèrent principalement comme ouvriers des mines, comme ouvriers de travaux publics, comme dockers. Habiles, industrieux, tenaces, ils contrôlent aujourd'hui l'import-export, principalement le caoutchouc, les industries et une grande partie du commerce. 35% des habitants de Malaisie sont chinois. 10 autres % sont indiens et 1% d'origine diverse. Nous quittons Kuala Lumpur, KL, comme on dit ici. La réussite de la Malaisie, c'est d'abord l'exploit de faire vivre en commun 3 civilisations très éloignées les unes des autres. La musulmane, au Dieu unique, l'hindoue, aux 1000 divinités, la chinoise, pragmatique et superstitieuse à la fois. D'autant plus que la forme de l'État est complexe. Le pouvoir est loin d'être centralisé. Le pays est une fédération de 13 États,
gouverné par 9 sultans et 4 gouverneurs, qui élisent tous les 5 ans l'un d'entre eux comme souverain, avec 2 chambres. Ajoutez que la langue officielle est le malais, et que l'islam est la religion officielle. Il faut donc aux Malais, qui ne sont majoritaires qu'à 54%, un sens très élevé de la tolérance. La dernière ville malaise avant Singapour. Singapour est une île avec quelques champs, quelques campagnes, mais seule la ville elle-même compte. Elle rassemble les 2 600 000 habitants de cette étrange cité-État. Terminus. Le lieu géographique est bien Singapour, mais le chemin de fer, les installations ferroviaires sont gérées par la Malaisie. Agressivement moderne, telle pourrait se définir la ville et son port. La richesse de Singapour est basée sur une parfaite maîtrise du marché financier, absence totale de restrictions dans le mouvement monétaire et secret bancaire absolu. C'est aussi un port-front, et aussi le premier du monde pour le tonnage, avant Rotterdam, Yokohama, New York. Ajoutez à cela une stabilité politique totale. Peu de pays au monde offrent autant d'hôtels, de gratte-ciel, de buildings qui datent de ce matin. L'or, c'est ici une manie et une envie dévorante. En Inde, en Extrême-Orient, la femme est généralement la gardienne du bien familial. Et l'on pense qu'il n'y a rien de plus permanent que l'or, qui ne s'altère pas et qu'on peut cacher facilement en cas de troubles politiques ou économiques. Double but. Les bijoux embellissent la femme, ils sont aussi la plus éprouvée des caisses d'épargne. Okay, 700. She only touch you how much you calculate. What design you want? Lower than my cost. Okay, 700. Calculate profit lah. Give me an extra one lah. Give me your book figure. I see that it's very nice figure. What you see? No. It's not like good number. Good number. Then I give me some lah. Good number lah. Give me a size lah. À l'ombre du modernisme apparaît un autre monde. C'est celui d'une vie communautaire réelle, faite de petits métiers. Marchands ambulants, pédaleurs de pousse-pousse, fabricants et vendeurs de cerfs-volants. Les Chinois, les Malais surtout, en raffolent. Au coin d'une rue, nous surprenons dans une minuscule pagode taoïste une femme qui consulte les esprits pour connaître son avenir. Vie communautaire. Mosquée malaise au fond d'une des rares rues préservées.
Ici, Chinois, Malais, Eurasiens ont disparu. C'est Delhi, c'est Calcutta, c'est Madras. Seul un hôtel conserve le style de ce que fut l'hégémonie britannique sur la ville. Somerset Maugham y écrivit plusieurs livres. Ernest Hemingway y résida et André Malraux. Chaque dimanche matin, branle-bas de combat. Les oiseleurs entrent en piste. C'est une passion uniquement chinoise. Qui chante le mieux? Voilà la question. La diva des divas est le merbok, inconnu dans nos régions. Il s'ébat librement dans les jungles malaises. Pour qu'il donne le meilleur de sa voix, il faut d'abord correctement le nourrir. Voici la recette. Du riz lavé, à demi séché au soleil, et mélangé avec un jaune d'œuf et du miel. Acheter quelques sous dans la jungle, un champion peut atteindre à Singapour des milliers de francs. Des concours annuels établissent la hiérarchie. Il y a, paraît-il, des trucs pour rendre meilleur encore le chanteur. Peindre la cage de couleur pastel et la suspendre dans la pénombre. Sans oublier bien sûr la stéréo, l'audition des meilleurs ténors de Péra. Parc de loisirs, des loisirs disciplinés. On atteint là le fond du problème. Comment peut-on être singapourien? La République n'a été créée qu'en 1965. Comment peut-on fondre en une nation qui n'a pas de passé, 75% de Chinois, 15% de Malais, 7% d'Indiens, 2% d'Eurasiens? Bien sûr, il y a le projet d'avenir, mais cela ne suffit pas. Alors, au quotidien, on compte sur le devoir civique. Plages impeccables, rues propres, tenue correcte, conduite morale irréprochable. On compte aussi sur un respect quasi mystique de la nature. Dans ce cas, c'est aussi une juste compensation. Le Singapourien vit dans le béton. On pourrait même dire qu'il en est né. Le passé, le présent de la cité-État, son projet d'avenir, c'est le modernisme d'avant-garde, le monde glacé de l'électronique. Comment peut-on vivre éternellement, isolé du vrai des choses, puisqu'on n'a pas l'espace des forêts, des montagnes, des fleuves, d'une histoire commune? Alors, on offre aux Singapouriens la possibilité de toucher les oiseaux du doigt. Des images qui ressemblent à une peinture du douanier Rousseau. « 365 jours par an, c'est la foule. » Singapour vit sous la chaleur étouffante de l'équateur. On y préfère donc un animal de la banquise. L'ours blanc est l'animal le plus populaire. Cela obéit probablement à la loi sur l'harmonie des contraires. Ils sonnent la cloche et on leur jette des poissons. L'orchidée est la fleur totem de la cité-État. Elle décore même les billets de banque. Les horticulteurs font de leurs plantations des parcs publics. Tout le monde y a accès.
Pas un mariage dont la photo souvenir ne se fasse au milieu des orchidées. Nous sommes repartis. Et le voyage n'a pas de fin.